Le 31 juillet 2007, dans la tranquillité estivale de Trois-Rivières, au Québec, une fillette de 9 ans nommée Cédrica Provencher disparaît. Ce qui commence comme une inquiétude de fin de journée se transforme rapidement en un cauchemar national. Cédrica, une enfant pleine de vie, vue pour la dernière fois à vélo, s'est volatilisée après avoir été approchée par un homme lui demandant de l'aide pour retrouver un chien perdu. Cet appel à la gentillesse d'une enfant a été le prélude d'une des plus grandes tragédies judiciaires de l'histoire canadienne. Ce qui a suivi fut une mobilisation sans précédent. Des milliers de bénévoles, le cœur rempli d'espoir, ont ratissé les bois et les rues. Le visage de Cédrica était partout, son sourire devenant un symbole poignant de l'innocence perdue. Mais l'espoir s'est lentement érodé, laissant place à une angoisse qui a duré plus de 8 ans. En décembre 2015, la découverte de ses restes dans une forêt a mis fin à l'incertitude, mais a ouvert un nouveau chapitre, celui de la quête de justice. Une quête qui, à ce jour, reste inachevée. Car l'affaire Cédrica Provencher n'est pas seulement l'histoire d'un crime odieux. C'est le récit d'un échec monumental. Un échec du système policier et judiciaire qui, malgré des millions de dollars dépensés et des années d'enquête, n'a jamais réussi à traduire le coupable en justice. Ce n'est pas le fruit du hasard ou d'un manque de pistes. C'est le résultat direct d'une série d'erreurs critiques, une cascade de défaillances qui ont commencé dès les premières heures et qui ont contaminé chaque étape de l'enquête. Une vision tunnel obsessionnelle, des violations graves des procédures légales et une mauvaise gestion de la communication ont non seulement laissé un meurtrier en liberté, mais ont aussi détruit des vies collatérales et ébranlé la confiance du public dans ces institutions. Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement raconter l'histoire de Cédrica. Nous allons la disséquer. En nous basant sur des rapports détaillés et des analyses juridiques, nous allons exposer une par une les erreurs qui ont mené à ce fiasco. C'est une histoire complexe et douloureuse, mais elle doit être racontée pour comprendre comment la justice peut être si profondément bafouée. Si vous croyez que la vérité doit prévaloir, même lorsqu'elle est dérangeante, restez avec nous et abonnez-vous à Traces perdues. Dans toute enquête sur la disparition d'un enfant, les 48 à 72 premières heures sont une course contre la montre. Chaque minute qui passe est un avantage offert aux ravisseurs. C'est la fenêtre critique où les preuves sont fraîches, les souvenirs des témoins sont clairs, et les chances de retrouver l'enfant en vie sont les plus élevées. Dans le cas de Cédrica Provencher, cette course a été perdue avant même d'avoir réellement commencé. La réponse initiale des autorités a été marquée par une hésitation bureaucratique et une incapacité à saisir l'extrême gravité de la situation. Cette défaillance initiale a constitué la première, et peut-être la plus lourde de conséquences, des erreurs de l'enquête. Le soir du 31 juillet, les faits disponibles dessinaient déjà un scénario de très haut risque. Une fillette de 9 ans, approchée par un inconnu avec un prétexte classique, l'aide pour retrouver un animal, son vélo retrouvé abandonné. Ces éléments sont des indicateurs textbook d'un enlèvement par un étranger. Pourtant, la police locale a initialement traité l'affaire comme une simple disparition. Il a fallu 72 heures, 3 jours entiers, pour que la Sûreté du Québec, la force provinciale dotée des ressources pour les enquêtes majeures, prenne le contrôle et requalifie officiellement le cas en enlèvement probable. Cette nuance sémantique a eu des conséquences opérationnelles désastreuses. Une disparition implique souvent qu'un enfant s'est perdu ou a fugué, concentrant les recherches localement. Un enlèvement déclenche immédiatement une réponse d'urgence maximale. Poste de commandement, unité spécialisée et la présomption que le coupable tente de fuir. Le grand-père de Cédrica, Henri Provencher, a résumé avec amertume cette perte de temps. « Si j'enlève un enfant, donnez-moi 2 heures et je suis de l'autre côté de la frontière américaine. » Le coût de ce retard de 3 jours est incalculable. Il a offert aux ravisseurs une avance irrattrapable. L'erreur la plus flagrante de ces premières heures fut la décision de ne pas déclencher l'alerte Amber. En 2007, les critères au Québec étaient clairs. La police doit croire qu'un enfant a été enlevé, qu'il est en danger de mort ou de blessure grave et qu'il existe suffisamment d'informations descriptives pour que l'alerte soit utile. La police a jugé que tous les critères
n'était pas remplie. C'est une décision incompréhensible. Le témoignage d'une autre jeune fille, approchée la veille par un homme correspondant à la même description et utilisant le même prétexte, fournissait des informations sur le suspect et son modus operandi. Le danger pour une fillette de 9 ans dans ces circonstances était évident. Cette adhésion rigide et littérale au protocole révèle une faille systémique profonde. L'alerte Amber est conçue précisément pour ces situations d'incertitude et de haut risque. En refusant de l'activer, les autorités ont transformé un outil destiné à sauver des vies en une simple case à cocher dans une liste bureaucratique. Le jugement a été sacrifié au profit du règlement. Sans l'alerte Amber, la recherche est restée locale, menée par des volontaires courageux mais non coordonnés. Une alerte aurait transformé des milliers de citoyens en millions de pères dieux à l'échelle de la province, diffusant instantanément la description d'un suspect, et plus tard, celle d'une voiture suspecte, une Acura rouge. En choisissant de ne pas utiliser cet outil puissant, la police a contenu la chasse à l'homme dans un périmètre restreint, laissant aux coupables une fenêtre cruciale et incontestée pour s'échapper et effacer ses traces. Après l'échec initial à contenir la crise, l'enquête de la Sûreté du Québec s'est cristallisée autour d'une stratégie qui allait devenir sa deuxième faille, tout aussi débilitante. Une vision tunnel intense et finalement autodestructrice, focalisée sur un seul homme, Jonathan Betez. Sous l'immense pression publique pour résoudre une affaire qui avait ému toute la nation, la SQ s'est fixée sur Betez avec une ténacité qui l'a poussé à employer des tactiques extrêmement coûteuses et légalement douteuses, tout en l'aveuglant potentiellement à d'autres pistes. L'enquête s'est transformée en une persécution, avec des conséquences désastreuses. La base des soupçons contre Jonathan Betez était entièrement circonstancielle. Le principal élément était son véhicule. Des témoins avaient vu une berline Acura rouge avec des poignées de porte chromées près de la scène du crime. Après une recherche exhaustive, la police a identifié 6 véhicules correspondant parfaitement à cette description. Ce qui a distingué Betez, c'est son manque de coopération et un alibi jugé faible. Il a été le seul des 6 propriétaires à ne pas pouvoir fournir un alibi vérifiable pour la période de la disparition de Cédrica. Il a également refusé de se soumettre à un test polygraphique. Lorsque la police a finalement pu examiner sa voiture des mois plus tard, aucune preuve scientifique n'a été trouvée. Posséder la bonne voiture, ne pas avoir d'alibi solide et refuser de coopérer. C'était suffisant pour en faire le suspect numéro 1. Cependant, construire une enquête pour meurtre de plusieurs millions de dollars sur le refus d'un individu de coopérer plutôt que sur des preuves positives est une fondation dangereusement fragile. Face à l'impasse, la SQ a eu recours à une technique d'infiltration controversée et complexe, l'opération Monsieur Big. En 2009, une opération d'1 an a été lancée pour piéger Betez et lui faire avouer le meurtre. Des agents doubles ont créé une organisation criminelle fictive et l'ont attiré à l'intérieur. Ils lui ont fait croire qu'il avait gagné un concours, l'ont logé dans un hôtel de luxe, l'ont entouré d'autres gagnants qui étaient en réalité des policiers. Un agent est devenu son ami, le rencontrant 25 fois sur 2 ans, gagnant sa confiance, lui offrant même 15 000 $ pour l'aider dans sa carrière de joueur de poker. Le but ultime était de l'amener à rencontrer le chef de l'organisation, Monsieur Big, où des aveux lui seraient demandés comme preuve de loyauté. Malgré l'investissement colossal en temps et en argent public, l'opération fut un échec total. Betez n'a jamais fait la moindre déclaration incriminante concernant Cédrica. L'opération s'est terminée sans les aveux que la SQ recherchait désespérément. Cet échec aurait dû être un signal d'alarme. Au lieu de cela, il semble avoir renforcé la détermination de la police. L'énorme investissement financier et humain a probablement créé un puissant biais institutionnel. Admettre que Betez n'était peut-être pas le bon suspect aurait été un revers monumental. C'est un exemple classique de la fallacy of sunk costs, ou la fallacie des coûts irrécupérables. Les investissements passés justifient les investissements futurs, même si la stratégie échoue. Au lieu de réévaluer, la SQ a doublé la mise, devenant encore plus déterminée à trouver des preuves contre lui par d'autres moyens. Cette focalisation intense, qui a inévitablement fuité dans les médias, l'a jugé et condamné sur la place publique.
Cela a créé un cercle vicieux. La pression publique exigeait un coupable. La police se concentrait sur un homme, et cette concentration était amplifiée par les médias, cimentant la croyance en sa culpabilité. Si vous trouvez cette analyse des biais psychologiques dans les enquêtes fascinantes, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir notre travail. Si la vision tunnel fut l'erreur stratégique de l'enquête, la série de violations procédurales commises après la découverte des restes de Cédrica fut l'erreur tactique qui a scellé son destin. Frustrée par le manque de preuves, la Sûreté du Québec a abandonné les principes du droit dans une tentative désespérée d'obtenir une condamnation à n'importe quel prix. Une action qu'un juge décrira plus tard comme une expédition de pêche abusive. Le 11 décembre 2015, la découverte des ossements de Cédrica a été un moment sombre, mais aussi une percée potentielle. Cependant, aucune nouvelle preuve scientifique liant un suspect au crime n'a été trouvée sur les lieux. Face à un dossier de meurtre toujours vide, les enquêteurs ont pris une décision fatidique. Ils ont décidé de lancer une enquête parallèle sur leur unique suspect, Jonathan Betez, pour un crime totalement différent, la pornographie juvénile. Cette décision n'était basée sur aucune preuve, aucun signalement. Elle reposait uniquement sur une intuition, un pressentiment, que les prédateurs d'enfants consomment souvent ce type de matériel. C'était une démarche purement spéculative, une expédition de pêche visant à trouver n'importe quel crime qui pourrait être utilisé comme levier contre le suspect du meurtre. L'exécution de cette pêche fut marquée par un mépris flagrant des droits constitutionnels. La chaîne d'illégalité a commencé par une demande sans mandat à Facebook. Quelques jours seulement, après la découverte des restes, les enquêteurs ont demandé à Facebook les 12 adresses IP associées au compte de Betez. Ils ont justifié cette démarche en invoquant l'urgence, arguant que Betez pourrait détruire des preuves. Le juge a plus tard statué qu'il n'y avait aucune urgence, justifiant de contourner la supervision judiciaire. Cette première action a contaminé tout ce qui a suivi. Avec les adresses IP obtenues illégalement, la police a découvert qu'une d'entre elles avait été utilisée pour consulter du contenu illicite des années auparavant. Armés de cette information, fruit d'une démarche illégale, ils ont ensuite demandé un mandat général à un juge de paix, plus facile à obtenir qu'un mandat de perquisition spécifique. Ce mandat ne les autorisait qu'à une navigation générale des appareils saisis. Pourtant, la police l'a utilisé pour mener une fouille informatique approfondie et non autorisée. C'est lors de cette perquisition excessive qu'ils ont trouvé des traces de fichiers illégaux qui avaient été supprimés de l'ordinateur de Betez. Cette preuve, le fruit de l'arbre empoisonné, est devenue la seule base des 10 accusations de pornographie juvénile portées contre lui en août 2016. Le château de cartes s'est effondré le 12 octobre 2018. Avant même le début du procès, le juge Jacques Lacourcière a invalidé les mandats de perquisition et a exclu toutes les preuves obtenues. Il a conclu que les actions de la police constituaient une procédure abusive qui violait les droits de Betez garantis par la Charte des droits et libertés. Le juge a qualifié l'enquête de pêche aux informations menée avec une vision tunnel. Sans aucune preuve admissible, le ministère public n'avait plus de dossier. Betez a été acquitté de toutes les accusations. Cette décision a eu un effet boomerang catastrophique. En essayant de construire un dossier contre Betez pour un crime, le meurtre, la police a commis des violations qui ont non seulement conduit à son acquittement sur d'autres accusations, mais ont aussi exposé publiquement leur propre inconduite. Cela a sapé leur crédibilité et, surtout, a rendu toute poursuite future pour le meurtre de Cédrica pratiquement impossible. La quête d'un raccourci vers la justice a mené à une impasse totale. L'effondrement de l'enquête a laissé un champ de ruines. La première et la plus profonde des tragédies est que le meurtre d'une enfant reste impuni, laissant sa famille dans un état de deuil perpétuel, sans clôture. La douleur de la perte est aggravée par l'absence de responsabilité. Le grand-père de Cédrica, Henri Provencher, a été le visage de cette douleur, se battant sans relâche pour la justice. Mais malgré le fait que la SQ considère toujours publiquement Jonathan Betez comme son principal suspect, ils n'ont aucune voie légale viable pour l'accuser. Le fiasco procédural a empoisonné le puits pour de bon. La seconde tragédie est la création d'une figure paradoxale, Jonathan Betez. Bien qu'acquitté par la justice et jamais accusé du meurtre,
il a été irrévocablement condamné par le tribunal de l'opinion publique. Sa vie et sa réputation ont été détruites. Pour beaucoup, son acquittement n'est qu'un technicisme, une bizarrerie légale qui a permis à un coupable de s'échapper. Cette situation met en lumière un précédent dangereux. La persécution publique de Bethes, basée sur son refus de coopérer, suggère que l'exercice de ses droits peut être interprété comme un aveu de culpabilité, menant à des années de surveillance et de diabolisation. La conséquence la plus spectaculaire de cet échec est la poursuite civile de 10,5 millions de dollars, intentée par Bethes et sa famille contre la Sûreté du Québec. Ils accusent la police de poursuites malveillantes, d'avoir ruiné leur réputation et détruit leur entreprise familiale. C'est un renversement complet des rôles. L'État, ayant échoué à poursuivre le suspect, se retrouve sur le banc des accusés, poursuivi par ce même suspect pour sa propre conduite. Le débat juridique ne porte plus sur « Bethe l'a-t-il fait », mais sur « qu'est-ce que la SQ a fait à Bethe ». La police est forcée sur la défensive, chaque décision prise au cours d'une décennie étant scrutée. Ce procès est devenu le seul forum pour une reddition de comptes publics sur la manière dont l'enquête sur le meurtre de Cédrica Provencher a été menée. Ce n'est plus seulement une question de compensation financière, c'est devenu le procès de l'enquête elle-même. L'affaire Cédrica Provencher n'est pas une simple anomalie. C'est une étude de cas qui expose des vulnérabilités systémiques profondes dans le système policier et judiciaire canadien. Les échecs flagrants ont directement contribué à des réformes importantes. Premièrement, la controverse sur la non-activation de l'alerte Amber a servi d'électrochoc. Depuis 2007, le système a été radicalement amélioré, intégré aux réseaux sociaux et surtout au système national d'alerte d'urgence qui envoie des notifications sur les téléphones portables. Une situation comme celle de Cédrica recevrait très probablement une réponse bien différente aujourd'hui. Deuxièmement, l'échec de l'opération Mr Big contre Bethes a contribué au climat judiciaire qui a mené à la décision historique de la Cour suprême du Canada en 2014, dans l'affaire R.C. Hart. Cette décision a rendu les aveux obtenus par de telles opérations présumées inadmissibles, imposant à la couronne de prouver leur fiabilité et de démontrer que la conduite policière n'était pas abusive. Cependant, malgré ces réformes, le problème central demeure, la vision tunnel. Le biais de confirmation, cette tendance à privilégier les informations qui confirment nos croyances, est une force psychologique puissante. La poursuite acharnée de Bethes par la SQ, même après l'échec de leur opération d'infiltration, montre à quel point il est difficile pour une organisation de s'écarter d'un suspect de prédilection. Sans une supervision externe robuste et des mécanismes internes pour remettre en question les théories dominantes, le risque que de futures enquêtes tombent dans le même piège reste élevé. La leçon ultime et globale de cette affaire est que, dans un état de droit, le processus est aussi important que le résultat. La quête de la SQ pour un résultat, une condamnation à tout prix, les a conduits à corrompre le processus, ce qui, en retour, a rendu le résultat souhaité impossible. C'est la démonstration que le respect de la procédure et des droits fondamentaux n'est pas un technicisme ou un obstacle à la justice, c'est le seul chemin viable pour l'atteindre. La valeur inestimable de la vie d'une enfant a été perdue, et l'enquête qui a suivi n'a fourni aucun retour sur l'investissement de confiance et de ressources du public. L'affaire Cédrica Provencher se termine là où elle a commencé, avec une question sans réponse et une douleur sans fin. Le coupable est toujours libre. La famille de Cédrica n'a jamais obtenu la justice qu'elle méritait. Et le système qui était censé la protéger et la venger a échoué à chaque étape cruciale. De la gestion catastrophique des 72 premières heures à la vision tunnel obsessionnelle, en passant par une série de violations procédurales qui ont anéanti toute chance de condamnation, cette affaire est un catalogue de ce qu'il ne faut pas faire. C'est un rappel brutal que la pression publique et le désir de trouver un coupable ne peuvent jamais justifier l'abandon des principes fondamentaux de la justice. L'héritage de Cédrica est double. Il y a la douleur indélébile de sa perte, mais il y a aussi les leçons amères que son cas nous a enseignées. Des leçons sur la nécessité de réformer nos protocoles d'urgence, de réglementer les techniques d'enquête et, surtout, de lutter contre les biais cognitifs qui peuvent mener les enquêteurs les plus déterminés sur une mauvaise voie.
Le nom de Cédrica Provencher restera à jamais gravé dans la mémoire collective du Québec, non seulement comme la victime d'un crime terrible, mais aussi comme le symbole d'un système judiciaire qui, dans sa quête pour la justice, s'est perdu en chemin. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez voir plus d'analyses approfondies sur des affaires qui ont marqué notre époque, abonnez-vous à Traces perdues et activez les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à chercher la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre.